Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est un épisode spécial dédié au groupe Polylogie que je vous propose aujourd'hui. Un groupe créé par un grand résistant, Eugène Claudius Petit, et qui, depuis plus de 60 ans, dédie son action en faveur d'un habitat abordable, inclusif et de qualité. Ce groupe est désormais dirigé par Karine Julien El-Kaïm, une personnalité discrète, au parcours exemplaire et original, que j'ai donc eu le plaisir de recevoir au micro. Karine Julien El-Kaïm, bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on commence cet entretien de découverte de Polylogie en évoquant son fondateur, Eugène Claudius Petit, résistant, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme en 1948. En fait, c'était un personnage avec du caractère, avec des convictions et une vraie vision sur la question du logement tout à fait unique. Alors oui, c'était un vrai humaniste déjà. Oui. Ça fait partie vraiment de l'ancrage qu'on a dans le groupe. Donc effectivement, il a été ministre après la guerre. Et il a créé un certain nombre de structures, et notamment la Sonacotra, qui est maintenant à Doma. Mm-hmm. Et après avoir créé la Sonacotra, il a voulu créer différents logis pour pouvoir notamment travailler sur les familles. Mmh. Et donc c'est pour ça que Logirep a pris forme dans les années 60. Et la spécificité de Logirep, c'est qu'effectivement on a travaillé, enfin en tout cas mes prédécesseurs ont travaillé sur tout ce qui était la résorption des bidonvilles. Oui. Et notamment des bidonvilles à Nanterre, des bidonvilles à Saint-Denis, dont les Francs-Moisins aujourd'hui, et puis aussi à Garges. Donc c'est vraiment partie en fait des points historiques de Logirep dans les années 60-70. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas redonné le contexte, mais on est dans l'après-guerre. Il y a tout à faire sur le logement. Il y a des familles à la rue, et donc lui, il était vraiment porté par une vraie vision sur le logement, sur le besoin de relogement des familles, sur cette envie de résorption des bidonvilles, et il a proposé de nombreux projets de loi, et il est à l'origine de nombreux textes d'ailleurs sur l'urbanisme et l'habitat. Donc quelle chance d'avoir un tel fondateur. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que cet ancrage, on l'a aujourd'hui, et on continue vraiment à le faire vivre dans nos valeurs. Et cette notion, justement, je disais au départ, d'humaniste, oui. C'est quelque chose qui est pour nous extrêmement important. Et quelque chose qu'on n'a pas dit, et puis après on passera vraiment à Polylogie, c'est que résistant de la première heure, il était, et puis membre fondateur du CNR, c'est pas rien, et puis président du mouvement de libération nationale. Donc quand on parle d'humaniste, il a vécu les choses jusqu'au bout et il a su s'engager. Et justement, alors Polylogie à 60 ans, on a évoqué le fondateur du groupe, vous présidez désormais le comité exécutif du groupe Polylogie. J'aimerais que vous partagiez avec nous et avec nos auditeurs votre parcours, qui est quand même atypique, très riche, et même pas forcément tourné vers le logement social au départ. Alors effectivement, j'ai une formation moi, plutôt financière, puisque j'ai fait des études d'expertise comptable et de droit. Donc j'ai commencé ma carrière dans un cabinet d'audit qui est Mazars, sur des sujets très loin en fait du logement social et de l'immobilier, puisque j'étais plutôt spécialisée dans tout ce qui était aérospatial et tourisme. Oui. Et effectivement, la première entreprise que j'ai rejoint en 2002, c'était une entreprise spécialisée dans le tourisme plutôt de luxe. Donc, on était vraiment très loin du logement social et de l'immobilier. Et je suis rentrée de nouveau dans l'immobilier. Je dis de nouveau parce que j'avais fait un stage quand j'étais en fin d'ESSEC dans l'immobilier social. Et donc, en fait, l'entreprise m'a rappelé pour me proposer un poste de directeur d'audit interne. Et c'est comme ça qu'en 2004, je suis rentrée chez Solendi, qui est maintenant fait partie des structures qui ont fusionné et qui ont fait Action Logement. Et c'est comme ça que j'ai intégré le logement social et l'immobilier d'une manière générale. Et c'est vrai que le logement social, on m'a toujours dit, on y rentre un peu par hasard. Et en fait, après, on ne peut pas le quitter, et c'est effectivement ce qui s'est passé pour moi. Il y a eu comme un virus qui vous a pris ou pas ? Alors c'est un sujet c'est un thème qui est tellement vaste, qui peut être aussi bien technique, parce qu'effectivement l'immobilier, on est sur des sujets techniques, mais qui peuvent aussi être des sujets qui sont très humains. Oui.
aussi bien quand on est amené à manager un certain nombre de collaborateurs, mais aussi bien dans la relation qu'on peut avoir avec nos différents clients, que ce soit les locataires, mais aussi les collectivités territoriales, par exemple. Et quand j'étais chez Solendi, j'ai été pendant longtemps directeur du réseau commercial. Et donc, c'est dans ce cadre-là où j'ai été beaucoup amenée à travailler sur tous les produits qu'on pouvait proposer et qu'on pouvait justement pour pouvoir travailler sur tout ce qui est la mobilité sociale et la mobilité au sein d'un parc. Et c'est vrai que c'est des sujets qui m'ont passionnée. C'est la raison pour laquelle je suis restée dans ce gros sujet qui est l'immobilier. Et même s'il n'est jamais facile de parler de soi, j'ai quand même envie de vous demander de nous dire ce qu'est la marque ou l'empreinte de Karine Julien El-Kaïm chez Polylogie. Alors quand j'ai commencé, je suis rentrée en directeur financier il y a maintenant presque 10 ans. Oui. Et c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup intéressé, moi, c'était justement travailler sur tout ce qui était transversalité, les différents métiers et les liens entre les uns et les autres pour justement optimiser et faire en sorte que l'entreprise soit vraiment au service de ses différents clients. Et c'est sur ces sujets-là que j'ai beaucoup travaillé, sur toutes ces notions de transversalité. Et transversalité, ça veut dire aussi bien le travail collaboratif au niveau avec les collaborateurs, les différents services qu'on peut avoir, mais aussi avec nos différents clients. Et je pense que c'est vraiment ce projet que j'ai porté via le projet d'entreprise qu'on avait lancé en 2017 au sein du groupe. Et aussi cette notion de diversité, de diversification, pour pouvoir apporter à nos clients vraiment des réponses à leurs différents sujets et les thématiques qu'ils peuvent rencontrer au fur et à mesure de leur parcours client. Voilà. Mais alors justement, on va en parler maintenant. On a parlé du fondateur. Notre époque est évidemment extrêmement différente de celle de l'après-guerre, mais le problème du logement est toujours là. Malheureusement, il est encore extrêmement vif. Comment est-ce que Polylogie définit son action face à cette question de la crise du logement et prend sa part en fait? Comment est-ce que vous adressez la question chez vous? Alors nous, on l'a vraiment axé sur cette notion de mobilité et de parcours résidentiel. Oui. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir avoir des solutions aux différents moments de vie, on va dire, de nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le groupe est à 4 grands métiers. Un premier qui est vraiment axé sur tout ce qui est logement social, donc aussi bien famille que résidentiel. Donc résidentiel, ça veut dire toutes les typologies de résidences qu'on peut avoir, qui vont de l'étudiant, l'intergénérationnel, l'handicapé, enfin c'est vraiment en fonction des différents projets qu'on peut avoir. Ensuite, on a un deuxième grand métier qui est sur l'accession, donc qui est aussi bien l'accession sociale que l'accession privée. Le troisième qui est sur l'aménagement. Donc justement, travailler vraiment sur la ville, la reconstruire, etc. en fonction des différentes emprises qu'on peut avoir, en tout cas historiquement dans le groupe. Maintenant, on l'étend à l'extérieur. Et le dernier métier, c'est tout ce qui tourne autour de l'administration de biens. Donc tout ce qui est autour de la gestion de syndic, la transaction. Et là, on est vraiment sur du privé. Voilà. Et là, la notion de parcours prend vraiment son sens quand on vous écoute. Oui, c'est vraiment l'objectif qu'on a, en fait, c'est de pouvoir avoir justement cette offre qui peut être très variée. Et justement, l'objectif derrière ça, c'est de dire que quand on rentre dans le logement social, c'est qu'effectivement, on avait un besoin à un moment particulier et qu'ensuite, on évolue, on a une famille ou pas, on vieillit ou pas, etc. Et en fonction de ces différents moments de vie, pouvoir avoir une solution qui soit adaptée. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on développe vraiment tous ces produits-là et tous ces projets, et toujours en lien avec nos clients, c'est-à-dire un de nos clients importants, ce sont les collectivités, puisque c'est effectivement les maires en général qui connaissent vraiment les besoins d'une ville. Et donc, c'est avec les collectivités qu'on travaille tous ces différents projets. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de donner un exemple d'un parcours d'un client qui est passé peut-être du logement social à du logement intermédiaire ou autre chose? Alors effectivement, l'objectif nous derrière, c'est de faire le locatif et l'accession, le social, le privé, ce qui veut dire que quand on est dans le logement social, on peut déjà rentrer quand on est étudiant. Ensuite, pouvoir trouver un logement quand on a son premier job. Oui, voire alternant aussi, ce qui est les alternants, c'est vrai qu'on essaie de pouvoir leur trouver des solutions, notamment dans les résidences étudiantes, parce que les résidences étudiantes, c'est pas juste pour les étudiants, ça peut être aussi les jeunes travailleurs et les alternants, etc.
Et ensuite, on peut très bien avoir quelqu'un qui finalement était rentré dans le logement social ou après son premier job, par exemple, et puis qui du fait de ses évolutions, a la capacité de pouvoir devenir accédant. Là, on va essayer de l'accompagner, peut-être via un BRS, par exemple, ou du PSLA, ou après, peut-être de l'accession classique, si on peut. Donc, c'est vrai qu'on a différents projets qu'on peut proposer comme ça. Et puis, l'intergénérationnel, par exemple, si on parle de l'intergénérationnel dans le logement social, quand on crée et quand on livre une opération, l'une des premières choses qu'on fait, c'est de proposer à nos locataires, justement, si ça les intéresse, et par exemple, si on est sur un public, par exemple, senior, de proposer aux seniors qui habitent de notre parc, qui habitent aux alentours de cette résidence, par exemple, de pouvoir intégrer cette résidence, si ça fait partie d'un choix de pouvoir être dans une communauté, pouvoir avoir des services partagés, etc. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels on travaille vraiment pour pouvoir avoir cette notion de parcours de vie. Et qui reste dans la droite ligne en fait de l'esprit du créateur, du fondateur, pardon. Oui, sur justement le fait d'avoir des projets différents et de trouver une solution au fur et à mesure. Tout à fait. J'ai lu quelque part, je ne sais plus si c'était dans votre plaquette ou ailleurs, que l'objectif de Polylogie, c'était de passer du logement à l'habitat et du social au sociétal. Alors là, c'est encore un petit peu plus fin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire en pratique au cœur de votre parc immobilier ? Alors en pratique, ça veut dire le fait d'avoir un logement, ça s'intègre dans une résidence et puis dans un quartier. Oui. Donc ça veut dire vraiment essayer de travailler sur cette notion d'environnement. Et du social au sociétal, ça veut dire accompagner aussi tous nos locataires via des différents services, via des liens qu'on peut avoir dans une résidence, etc. Donc ça veut dire avec des associations, par exemple, pour travailler sur la culture ou en fonction des endroits, travailler pour des enfants, faire des jardins partagés. Donc ça veut vraiment dire cette notion de côté sociétal, ça veut dire partager quelque chose et vraiment pouvoir créer du lien autour, non pas d'un appartement, mais d'une résidence et dans un quartier. Et toute cette notion justement de différentes typologies de produits, c'est ce qu'on essaie de faire quand aujourd'hui maintenant on construit des nouvelles opérations. On essaie vraiment d'avoir de la mixité et d'avoir différentes typologies de logements sociaux à l'intérieur, mais aussi de l'intermédiaire par exemple, et de la promotion. Et comme ça permet justement d'avoir une mixité et ensuite de pouvoir intégrer ça dans un quartier. Mixité qui est la clé d'un bel équilibre en fait, au sein d'un ensemble. Nous on y croit beaucoup, mais effectivement Logirep, du fait de son histoire, on a un peu moins de 50% de notre patrimoine donc de Logirep qui est en quartier prioritaire de la ville. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on essaie de travailler vraiment sur ces quartiers pour d'un côté créer du lien et puis de l'autre pour retravailler la ville sur la ville, puisque la manière de construire dans les années 70 n'est pas forcément celle qu'on a aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est que sur certaines emprises importantes qu'on peut avoir, et notamment quand on a des parkings importants, d'essayer de retravailler ces quartiers pour pouvoir offrir des produits différents et travailler sur la mixité et pouvoir aussi travailler sur la biodiversité, sur le fait de ramener du vert dans la ville, etc. Et ça, c'est vraiment des sujets qui sont vraiment passionnants sur le plan technique, mais aussi sur le plan social, parce qu'on travaille beaucoup, et sociétal, parce qu'on travaille beaucoup avec et les collectivités et nos locataires dans le cadre de ces projets. Vous avez parlé tout juste il y a quelques instants de l'immobilier des années 70. On connaît les problèmes de certains ensembles et on parle beaucoup en ce moment des copropriétés dégradées avec le projet de loi qui est en cours d'élaboration. Comment est-ce que chez Polylogie, vous adressez cette question de la copropriété dégradée ? Et je pense savoir que la question n'est pas la bonne d'ailleurs. Mais... Non, c'est vrai que dans les alors en fait, nous, on a la copropriété dégradée sur pas mal d'axes différents dans le groupe, du fait des différents métiers. C'est-à-dire que notre administrateur de biens gère des copropriétés dégradées dans le cadre de plans, par exemple. Mais on peut avoir aussi des copropriétés dégradées qui sont aux alentours du patrimoine de Logirep. Donc dans ce cadre-là, on travaille aussi dans les copropriétés dégradées, notamment pour essayer un peu d'emmener avec nous les projets derrière en faisant des réhabilitations, par exemple, sur notre patrimoine, etc. Et on travaille aussi beaucoup dans le cadre des missions sociales. Alors, les missions sociales, c'est en fait du préfinancement de l'ANA. Et on a des structures dans le groupe qui sont aussi amenées à faire du préfinancement de l'ANA.
Ce qui veut dire qu'on essaie vraiment de pouvoir accompagner d'une manière générale ces copropriétés dégradées avec tous les métiers qu'on a. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les collectivités dans le cadre de copropriétés qui ne sont pas dégradées, mais qui sont en difficulté. Et là, on essaie de voir dans quelle mesure on peut les accompagner pour éviter qu'elles tombent justement dans les copropriétés dégradées. Et en Île-de-France en particulier, quand on a des copropriétés avec une emprise importante autour, on essaie de voir dans quelle mesure on peut leur proposer, par exemple, un schéma où on rachèterait une partie du foncier, où on ferait de la surélévation pour justement financer une partie des travaux. Voilà, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille en ce moment pour essayer justement de trouver des solutions dans ces copropriétés avec tous les métiers qu'on a dans le groupe. Et ça permet justement d'avoir une offre assez diverse. Est-ce que vous avez identifié des points qui permettent vraiment d'anticiper les difficultés d'une copropriété, par exemple? C'est vrai qu'en fonction des typologies, c'est-à-dire des localisations et du fait d'avoir des plus ou moins grands ensembles, le fait d'avoir des locataires, beaucoup de locataires ou plus de propriétaires, c'est vrai que ça, c'est des éléments qui jouent beaucoup sur la suite en fait, de la copropriété. Et ça s'accentue d'autant plus aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sujets liés justement à tous les travaux énergétiques. Oui. Et quand on a des travaux importants à faire, tout le monde sait que c'est un montant important. Le fait de pouvoir trouver des solutions, et c'est pour ça que je parlais de surélévation et de densification, parce que dans ce cadre-là, ça permet justement d'apporter une solution financière aujourd'hui à ces copropriétés. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en réflexion sur justement cette partie financement. Puisque pour pouvoir accélérer dans le parc privé, il faut pouvoir accompagner sur cette partie financière. Et comment est-ce qu'un groupe spécialisé dans le logement social, justement, gère la transition énergétique et puis la réhabilitation bas carbone de son parc? Dans le cadre, on a vaste question. C'est une vaste question, effectivement, parce qu'il y a tellement de sujets. On a un grand projet d'entreprise qu'on a lancé l'année dernière. Et dans le cadre de ce projet d'entreprise, on a un volet très important sur tout ce qui tourne autour de l'environnement. Donc effectivement, quand on parle de RSE, il y a 3 grands sujets, l'économique, l'environnemental, le sociétal. Donc on travaille beaucoup sur le sociétal. Et ça, c'est vraiment lié, on parle de Jeanne-Claudius Petit, mais vraiment à cet ancrage important lié justement au lien social et au lien d'une manière générale. Et on a un volet économique extrêmement important aussi, notamment pour pouvoir accompagner le locataire. Mais le sujet le plus important aujourd'hui en termes de volume et de fonds à investir, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de l'environnemental. Donc on a un plan biodiversité carbone qu'on a lancé. On travaille déjà sur beaucoup de sujets au niveau du groupe depuis très longtemps, puisque par exemple, tout ce qui est énergétique, on est certifié ISO 50001, depuis plusieurs années. Et dans le cadre de plans qu'on peut avoir aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est la réutilisation, notamment dans le cadre de projets d'aménagement et de rénovation urbaine. Donc on travaille beaucoup sur les circuits courts et la réutilisation. On travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est biosourcé, sur tout ce qui est hors site. Donc on a formé nos collaborateurs sur le hors site. On a déjà livré des opérations hors site et donc notre objectif c'est de continuer parce que le hors site ça a beaucoup d'intérêt. Et on travaille aussi, donc là on est plus sur les techniques on va dire. Et on travaille aussi beaucoup sur comment utiliser le foncier. Donc je parlais de densification. Donc on a un patrimoine historique qui est plutôt proche, première couronne, proche des transports, etc. Et donc sur ces patrimoines-là où il n'y a pas d'ANRU, on travaille sur de la rénovation urbaine, où justement on travaille sur la densification. Mais la densification, ça ne veut pas forcément bétonner, ça veut dire aussi retravailler les espaces et notamment les parkings. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Tout ce qui est aussi le fait d'acquérir du patrimoine ancien et de le réhabiliter. Donc en fait, on a beaucoup de sujets sur lesquels on travaille dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est plein de thèmes différents qui font bout à bout, fait que finalement, on arrive à améliorer notre empreinte carbone d'une manière générale. Oui. Et quand on vous écoute, il y a un certain côté exemplaire en fait. On sent bien que le mouvement de la performance énergétique du bâtiment et de sa réhabilitation est très enclenché, comparé au privé, sans que ce soit une critique, mais véritablement le logement social a pris quand même une certaine avance.
D'une manière générale, c'est vrai que le logement social est beaucoup plus avancé que le privé sur toutes ces notions de réhabilitation et notamment dans tout ce qui est ce qu'on appelle les passoires énergétiques. C'est vrai que d'une manière générale, le patrimoine des bailleurs sociaux est quand même avec une étiquette énergétique bien meilleure que ce qu'on peut trouver dans le privé. J'ai une dernière question. Pour 2024, quel est le projet sur lequel vous souhaitez absolument avancer, le projet qui vous tient le plus à cœur? Alors c'est difficile parce qu'on a beaucoup de sujets sur lesquels on a commencé à travailler. Alors déjà sur le plan effectivement, je parlais de sociétal. L'année dernière, en juillet, on a signé donc une convention avec la FAS, qui est une fondation qui travaille vraiment pour tout ce qui est inclusion. Et donc, on travaille vraiment beaucoup avec eux, notamment pour accompagner nos locataires dans l'inclusion par l'emploi. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important parce que ça fait partie, je pense, de ce qu'un bailleur social doit faire aujourd'hui. C'est loger, mais c'est aussi accompagner. Donc ça fait partie d'un des sujets qui, pour moi, est important. On va lancer prochainement une grande enquête auprès de nos collaborateurs sur la qualité de vie au travail. Et ça fait partie aussi des choses qui sont importantes parce que je pense que quand on est bien dans son job, on peut justement apporter beaucoup à l'entreprise pour laquelle on travaille et aux clients pour lesquels on travaille. En fait, Et puis aux clients parce que c'est quand même la finalité, c'est de satisfaire nos clients. Donc ça, c'est un projet qu'on va lancer et qui pour moi est extrêmement important parce que je pense que ça va nous permettre justement de pouvoir peut-être trouver des solutions aussi pour tous nos clients. Et dans les grands projets qu'on a aujourd'hui, on a aussi beaucoup de projets qu'on a lancés en rénovation urbaine notamment. Et pour moi, ça c'est important parce que ça permet vraiment de montrer qu'aujourd'hui, malgré la crise du logement et tout ce qu'on entend aujourd'hui, les entreprises, elles sont quand même très actives et qu'elles cherchent des solutions malgré tout ce qu'on peut voir pour pouvoir justement continuer à apporter des services, des logements aux clients et continuer à accompagner l'ensemble de ces clients et notamment les collectivités. Et sans dévoiler les choses trop avant, je suis certaine qu'on reparlera de ces projets-là au cours de l'année. Un grand merci à vous, Karine Julien Elkaïm. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.